Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qui est le GOAT, qui sera cette fois consacré à la catégorie middleweight. Et cette fois, et une nouvelle fois, je suis en compagnie de Vincent Historien. Comment tu vas? Salut Sendo, salut à tous. Ben écoute, ça va très bien, toujours quand on parle boxe. Voilà. Et là, on peut dire que ça va aller super bien parce qu'aujourd'hui, c'est, on s'attaque à la catégorie qui est souvent considérée par les amateurs plus un peu plus profond que le niveau casual comme étant la véritable catégorie reine. Et pour cette avant deux choses avant de m'attarder au top. La première chose, c'est quand je te parle de cette catégorie, des middleweight, poids moyen, vous appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce que ça t'évoque exactement cette catégorie? Ben, comme tu l'as dit, c'est un peu la vraie catégorie reine, c'est-à-dire c'est l'équilibre parfait entre la puissance et la vitesse quelque part, et c'est une catégorie qui a toujours été extrêmement populaire vis-à-vis du public, qui a connu d'énormes stars et bah oui, qui rassemble parmi les plus grands combats de l'histoire de la boxe en fait. Oui, bah, exactement. Alors pour ma part, elle m'évoque un peu deux choses assez différentes. C'est que premièrement, comme la catégorie bantamweight qu'on a évoqué dans le dernier épisode de Qui est le GOAT, un peu de tout temps, les middleweight ont toujours eu un niveau pugilistique extrêmement relevé, donc ce qui marque aussi sa grande qualité, parce que réussir à maintenir un niveau, une qualité technique dans ces combattants tout au long de l'histoire, parce que aussi les middleweight, c'est une des catégories historiques qui date quand même du 19e siècle. Mais la deuxième chose, c'est que ça fait déjà quelques semaines que je réfléchis à ce top, et en m'attardant, en étudiant un peu toutes les périodes de un peu toutes les périodes, je me suis rendu compte qu'en fait, cette catégorie reflète quasi à la perfection l'histoire de la boxe en général. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est oui, que, tout à fait, ouais. en fait, ce que j'entends par là, Bah, c'est il que y a eu beaucoup d'évolutions en fait, d'évolutions techniques qui se sont faites dans cette division aussi. Il y a eu beaucoup de boxeurs charnières, je pense, qui y sont passés aussi. oui, aussi, mais aussi, en fait, ce que j'entends par là, c'est que donc, la boxe, comme un peu tout, il y a de grandes périodes historiques et qui sont qu'on peut marquer en mettant des mots-clés en fait sur chacune de ces périodes. Et en fait, je me rends compte que quand tu mets un mot-clé sur n'importe quelle période de la boxe en général, et que tu regardes la même période dans la catégorie middleweight, en fait, c'est exactement pareil. Je pense que je m'exprime pas super bien. Enfin bref, Non, mais je crois que j'évoquerai je vois ça. ce que tu veux dire. Ouais. Par exemple, la vague des années 80 qui correspondrait pas mal Ouais. à la génération qu'on a eu des Fabulous Four. Les années 50 avec tout ce qu'on a eu. Ouais, enfin, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, après, c'est un thème que je développerai aussi plus au fil du temps. Mais voilà, pour moi, ça m'évoque la catégorie middleweight, m'évoque surtout la boxe de manière générale. Voilà. Et deuxième chose, avant de passer au top, pour bien fixer le niveau du top, est-ce que tu aurais des mentions honorables? Alors, est-ce qu'on les cite de suite? Parce qu'on va un peu spoiler si on les cite de suite. Ou est-ce qu'on n'attend pas Ouais. après le deuxième boxeur? Bon, moi, je serais d'avis de directement balancer les mentions honorables pour bien montrer les grands, à quel point ce dont on va parler vont être exceptionnels. Bon, bah, écoute, c'est toi qui décides. Donc, en mention honorable, moi, je citerai Tiger Flowers, qui a Mhm. été donc champion dans les années 20, qui d'ailleurs, je crois, le premier champion noir des poids moyens, hein, me semble-t-il. Ouais, ça doit être Il ça, me ouais. semble que c'est le cas. Donc oui, on va avoir l'occasion de réévoquer son nom dans notre top. Et après, des gars comme Dick Tiger aussi, le boxeur nigérian, Mhm. donc champion des moyennes dans les années Oui. 60. Et je te citerai comme ça pour en citer trois. Qui je mettrai en troisième? Bah, notre Français Marcel Cerdan au final. Mhm. Oui. Voilà. De mon côté, j'aurais cinq mentions honorables qui sont un peu mon top 15. Tout d'abord, George Chip. Ça a été le taulier de la division dans les années 10 pendant plusieurs années. Il a pris pour prendre le titre, il a battu Frank Klaus, qui est aussi une autre grande légende de la KT. Il a défendu à plusieurs reprises et après sa première défaite face à Al McCoy, eh ben,
il aurait dû en fait récupérer son titre, mais le truc c'est que comme à l'époque c'était pas forcément très officiel, le combat revanche avec le titre en jeu, c'était une newspaper decision, donc c'est pas compté comme une reprise de titre. Et après ça, il continuera de boxer au haut niveau. Aussi, je notifierai Tommy Ryan. À la base, il devait être dans mon top, mais là, quand j'y ai réfléchi il y a très peu de temps, je l'ai un peu enlevé. Alors, déjà, ça a été, je crois, le troisième homme à devenir champion en deux catégories de poids différentes, welterweight et middleweight. Et chez les middleweight, il a régné pendant quasiment 10 ans. Ouais. Voilà, aussi. Mais c'est un règne qui est un petit peu, on va dire, plein d'inactivité, qui était un peu contesté d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je l'ai dégagé du top. Aussi, je mettrais James Toney au début des années 90. On ne parle pas de cette période de James Toney, mais ça a été une période absolument incroyable. Et aussi, pour finir, je notifierai Gene Fulmer dans les années 50. Ça a été en fait, ça a un peu fait partie du Big Three de ces années-là chez les middleweight avec Sugar Ray Robinson et Carmen Basilio. C'est surtout ceux-là que je retiens. Tétralogie de légende dont il ressort vainqueur face à Sugar Ray Robinson. Le seul homme au monde à avoir arrêté Carmen Basilio. Double champion de la catégorie. Et il finit sa carrière en apothéose avec une trilogie de légende face à Dick Tiger. Donc, Dick Tiger, ouais. Quand même quelque chose d'assez fou. Voilà pour ce qui est des mentions honorables. Et donc, passons au top 10. Et comme la dernière fois, j'aimerais commencer avec mon numéro 10, qui est... On commence avec Mike O'Dowd. Donc, boxeur encore une fois des années 10, qui a... Alors, aussi, je pense que je vais aussi... Je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai aussi mis à côté de moi les fiches BoxRec des boxeurs parce que je n'ai pas réussi à tout retenir. Donc Mike O'Dowd alors je sais, il n'y a pas de tous ses points de marqués, donc je pense aussi qu'il y a pas mal de ses combats de début de carrière qui sont en welterweight, mais il s'établit rapidement chez les middleweight, il enchaîne plusieurs périodes d'invincibilité. Je notifierai aussi ses grandes rivalités qu'il fait majoritairement en middleweight face à Jack Britton et Ted Kid Lewis, qui sont des légendes des welterweight, mais qui ont aussi performé chez les middleweight. Donc, il combat de nombreuses fois pour arriver jusqu'au titre qui est détenu par Al McCoy, qui a beaucoup de défaites face aux grands noms de l'époque, mais bon, il n'a quasiment jamais avant la limite. Il a toujours tenu les 10 rounds, il a toujours donné des combats compétitifs. Ce Al McCoy-là, qui était, on peut dire, à son prime, Mike O'Dowd va le démonter en 6 rounds. Quelques temps plus tard, il y aura une revanche sans titre en jeu, et là encore, il va le démonter cette fois dès le 3e round. Et il va régner sur cette catégorie pendant près de 3 ans, de 1917 où il prend pour la première fois Al McCoy jusqu'à 1920, pour faire ce qui est, à mon sens, pour moi, le plus beau règne de la catégorie des poids moyens. 8 défenses de titre. Donc attendez, je vais aller revoir les... Donc voilà, la première défense face à Billy Kramer, qui était un beau nom de l'époque. La deuxième, match nul face à Harry Greb, qui, selon plusieurs médias, je crois qu'il y avait eu 6 médias qui avaient été sondés, 3 voyaient une victoire de Mike O'Dowd. Donc c'est quand même assez impressionnant face à un Harry Greb, déjà qu'on reparlera plus tard, c'est inévitable. Et surtout à cette époque qui était en feu. À cette époque-là, il était en feu, il avait battu tout le monde dans la catégorie. Donc c'est quand même assez impressionnant que O'Dowd arrive un peu à le stopper, entre guillemets. Ensuite, il prend Jackie Clark, qui est aussi, qui à cette époque était déjà un vétéran parmi les vétérans et qui était un gros nom de la catégorie, et je crois aussi des welterweight et des lightweight, il me semble. Puis 1919, Ted Kid Lewis, légende des welterweight. Ensuite, Soldier Bartfield, autre grand nom de middleweight de l'époque. Puis, et puis avec une autre légende, Mike Gibbons, qui est aussi une légende. Bon. Il y avait aussi Tommy Gibbons qui n'a pas pu boxer, qui est une des légendes absolues. Puis
Voilà, et comme dernière défense, il a Augie Reitner, avant de perdre dans des combats des combats très controversés face à Johnny Wilson, qui est malgré tout assez sous-coté. Johnny Wilson qui est assez sous-coté, et même si ce sont des combats disputés et controversés, ben, ça reste des défaites de Mike O'Dowd. Et il finit là-dessus, ce qui est parfaitement honorable. Donc voilà, un gros parcours avant le titre. Il prend le titre en déglinguant le champion en place. Et il fait un règne qui, je le répète, pour moi est le plus beau règne de la KT. Pour moi, c'est largement suffisant pour accrocher la 10e place. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de Mike O'Dowd. Et donc, passons au tien de numéro 10, qui n'est nul autre que The Toy Bulldog, Mikey Walker. Voilà, Mickey Walker, donc c'était difficile de ne pas l'inclure pour moi parce que ça fait quand même partie des grandes légendes de la boxe des années 20. Alors, il a quand même pas mal parcouru de trucs, mais Mickey Walker, puisqu'à la base il vient des welter, il est passé par les moyens, il ira même jusqu'au mi-lourd, il ira même jusqu'au poids lourd. C'est quand même un gars qui, bon, déjà un gros parcours effectivement chez les welter, et qui va ensuite s'attaquer pour la première fois au titre des moyens face à Harry Greb, dont on a parlé. Ça va être un très très gros combat. Il va s'incliner, Mickey Walker, mais c'est quand même un très gros combat qui est disputé. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quand même très honorable à lui, notamment pour des premiers pas chez moyens, même s'il avait fait d'autres combats poids moyens avant, mais là, c'était quand même son premier championnat du monde. D'ailleurs, il est retourné après chez les welter, puis il a eu une période où il arrivait vraiment plus à faire le poids, où il remontera en poids moyen, et effectivement, il va arriver à s'emparer au final du titre face à Tiger Flowers. Alors, ce qui était un peu paradoxal, c'est que Tiger Flowers avait eu le titre face à Harry Greb de façon controversée. Et Mickey Walker, il va gagner contre Tiger Flowers de façon très controversée aussi. Beaucoup avaient vu Flowers l'emporter. Et après ça, bon, il va quand même défendre son titre. Alors, il a fait des combats qui n'étaient pas forcément des défenses de titre face à Jock Malone, qui était un très bon boxeur de cette époque, et face à Ace Hutkins aussi, où il fera de défense de titre. Ce que je retiens aussi, moi, c'est que quand même, avant même de devenir champion des moyens, il a affronté Mike McTwig à la limite des poids moyens. Alors c'est marrant parce que c'était officiellement pour le titre des mi-lourds, mais ça s'est fait à la limite des poids moyens. C'est fait à 160 livres pour les deux. Et il a battu Mike McTwig. Donc ça lui permet quand même d'accrocher un gros nom à son palmarès. Donc il a quand même un palmarès très intéressant. Certes, c'est pas forcément le plus flamboyant chez les moyens, mais si tu prends Mickey Walker, tu te dis, est-ce que ça n'a pas été quelque part le Mickey Walker poids moyen qui a été un peu le meilleur Mickey Walker qu'on ait vu en fait. Donc c'est pour ça que moi je rentre aussi dans ce top 10 quoi. Voilà. Bon, moi je vais pas trop parler de Mikey Walker maintenant parce que je spoil, il est plus haut dans mon top perso. Voilà. Et donc passons au numéro 9. Et pour la première fois du top, nous sommes d'accord sur le numéro 9, qui n'est nul autre que, voilà, moi je l'appelle le taulier, Bob Ruby Fitzsimmons. Voilà. Donc parle-nous un peu de Bob Fitzsimmons. Bob Fitzsimmons, c'est un des pionniers chez les moyens, c'est le second champion de l'histoire des moyens. Il a une carrière qui est très particulière parce qu'il vient de Nouvelle-Zélande, il va aller boxer beaucoup en Australie. On l'oublie, l'Australie c'est quand même une terre de boxe. Même à cette époque déjà, il a notamment une grosse rivalité avec Jim Hall. Il deviendra champion d'Australie des poids moyens. Et après, il s'attaquera au titre mondial au début des années 1890 face à Jack Nonpareil Dempsey, un boxeur irlandais qu'on sous-estime beaucoup, même si c'est vrai que c'est dur d'avoir des infos sur des boxeurs de cette époque. Mais de ce qu'on sait de Jack Nonpareil Dempsey, c'est que c'était quand même un sacré phénomène, le gars, et qu'il n'était pas encore né celui qui allait le faire tomber quand il avait son titre de champion. Et au final, ça va être au terme d'une guerre de 13 rounds que Fitzsimmons va faire tomber Dempsey et va devenir à son tour le champion du monde des poids moyens. Alors, il va pas forcément s'éterniser dans cette catégorie. Il fait quelques défenses, il fait quelques combats. Là encore, c'est assez difficile à juger parce que si tu te fies sur BoxRec, tu vas dire il a battu plein de mecs dont c'était les débuts. Sauf qu'en fait, très probablement, quand tu creuses un peu, ces mecs-là, c'était leur début officiellement. Officieusement, ils avaient déjà un certain nombre de combats, mais
Du coup, c'est assez difficile à évaluer la valeur de certains adversaires. Il y a eu quand même dans ses défenses Dan Cridon qui est un gars qui disputera notamment des titres pour moi face à Tommy Ryan dont on parlait peu tout à l'heure, et je crois aussi qu'il avait boxé Charles Kid McCoy. Et Fitzsimmons va l'étaler, donc c'était quand même quelque chose. Alors après, Fitzsimmons, on connaît la légende, c'est-à-dire qu'il va monter chez les poids lourds pour devenir le plus léger champion du monde de poids lourds de l'histoire. Donc ça sort du cadre des moyens, mais ça prouve aussi la valeur du bonhomme quand même. Et je pense que Bob Fitzsimmons, lui aussi, on peut dire que les poids moyens, c'est sa catégorie de base, c'est son morphotype de base, et c'est pour ça que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'a établi ce boxeur, qui avait un punch d'ailleurs dévastateur au passage. Bah oui, c'est justement là où je voulais arriver. Bob Fitzsimmons, énormissime puncher, voilà. Et on n'a pas. Alors, je pense aussi que vu l'époque où il a boxé, on n'a vraiment pas toutes les informations sur sa carrière. Mais déjà de ce qu'on en sait, enfin, le mec, il est allé tout le monde. Il avait des séries de KO ahurissantes pour l'époque, parce que certes, l'époque était beaucoup plus dure parce que ça boxait beaucoup plus. Mais il y avait, je pense aussi qu'il y avait beaucoup moins de gros KO parce qu'il y en avait énormément moins. Parce que aussi, les combats étaient beaucoup plus courts. Il y avait énormément de combats en 4 ou en 6 rounds. Donc, mais Fitzsimmons se faisait des séries de victoires par KO énormissimes. Et puis, comme tu as dit, en fait, Fitzsimmons, c'est c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et son pic, c'est cette catégorie. Donc, c'est normal c'est normal de le mettre. Et aussi, même sans compter son règne de champion, ça a quand même été la terreur de cette catégorie pendant des années. Oui. Donc, c'est normal de le mettre. C'est normal de le mettre 9e. Voilà. Quelque chose à rajouter sur Fitzsimmons ? Non, je pense qu'on a tout dit sur Bob Fitzsimmons. D'accord. Bon, et passons du coup à la 8e place, qui pour moi est The Man of Steel, Tony Zale. Donc Tony Zale, figure de la boxe dans les années 40. Et ça a été ça a été une immense star à son époque. Il a fait énormément évidemment, il a boxé énormément dans son début de carrière. Alors je crois que faudrait que je m'y reattarde, mais il me semble qu'il y avait déjà aussi eu des combats en welterweight aussi, mais là encore, il va très vite aller en middleweight. Et il va obtenir le titre middleweight en 1941. 41 en battant Al Ostak. Voilà, Ostak, il va très vite. Alors aussi, un truc important, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment le bordel chez les middleweight par rapport aux titres. Il y avait tous les titres dans absolument tous les sens. Voilà, comme quoi, on se plaint beaucoup des ceintures aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà le cas. C'était pas forcément beaucoup mieux non plus. Ouais. Mais ce qui est fou, ce qui est énorme avec Tony Zale, c'est que lui, il va lui aussi va unifier les ceintures dans cette période bordélique. Il va unifier la plupart des ceintures. Et mine de rien assez vite, parce que 1941 c'est son premier title shot, et même pas milieu 1943 il a déjà toutes les ceintures, il les a déjà défendues une ou deux fois, je crois. Mais après, ce qui est intéressant à noter, et excuse-moi, juste tant qu'on en est sur ça, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, en fait, il y avait plus de champions linéaires depuis Mickey Walker. Quand Mickey Walker il a largué son titre, il y a eu la fédération new-yorkaise, la NBA, il y aura l'IBU après. Chacun, en fait, a lancé un peu un championnat du monde. Alors, il y a eu des fois des unifications, mais pendant toute la période des années 30, on n'a pas eu de vrais champions linéaires. Et c'est Tony Zale qui va devenir le premier champion linéaire depuis Mickey Walker dans un combat, effectivement, en 1952 contre Georgie Abrams. Où, effectivement, il y a cette unification. Et là, on va dire, bon, mais sur ce combat, on met en jeu le titre de champion linéaire. Et c'est effectivement Tony Zale qui le remporte. Voilà. Donc, il me semble que ça, c'était soit fin 42 ou soit début 43. C'est fin 42, ouais, je crois, il me semble. Mais après, va y avoir quelque part inévitablement un creux dans sa carrière avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, et il va rester assez longtemps inactif.
Il va revenir en 1946 avec plusieurs combats sans titre en jeu. Puis va arriver un chapitre fantastique de la boxe, sa légendaire trilogie face à Rocky Graziano. Premier combat début 1947, je crois, où il va, qui va non, 46, 46, non? Ouais, fin 46. Voilà, le combat, énormissime combat, dont il va ressortir vainqueur sur le fil aussi par un énorme KO au 6e round. Ouais. Combat qui sera élu combat de l'année par Ring Magazine. Combat revanche en 1947, où il part directement pour cette fois bien massacrer Rocky Graziano. Sauf que Rocky Graziano, c'est dans la grande tradition des Italo-Américains, c'est un dur. Et là encore, il va revenir d'une façon tonitruante au 6e round en infligeant un énorme KO à Tony Zale. Et une nouvelle fois, on aura un nouveau combat de l'année sur ce combat-là. Puis la trilogie sur lequel Zale va démonter de Graziano en 3 rounds et récupérer son titre pour devenir double champion middleweight, qui à l'époque était quand même assez rare. Oui. Ils étaient que 2 à l'avoir fait. Ouais. Au moment où Zale le fait, ouais. Voilà. Bon, et le deuxième, on en parlera un peu plus haut. Voilà. Et puis, il finit sa carrière face à notre bon Frenchie Marcel Cerdan, dans lequel il a un nouveau combat de l'année. Ouais. Donc, il finit sa carrière là-dessus. Voilà, quelle meilleure façon de terminer sa carrière. Ouais, tout à fait, très 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 gros boxeur d'origine polonaise, Tony Zale. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'autre gars qui a récupéré son titre aussi était d'origine polonaise, on va en reparler. Mais oui, c'est un peu son héritier quelque part, et c'est vrai que ça tapait très dur. Tony Zale, c'était un gros physique aussi. Tony Zale, il faut le voir, il était impressionnant. Et comme tu as dit, je veux dire, ça a été quand même ce gars-là qui a un peu ramener un peu l'ordre dans la catégorie des poids moyens, quoi. Et puis qui effectivement nous l'a ponctué d'une trilogie légendaire avec Rocky Graziano, quoi. Est-ce que c'est pas la plus grande trilogie de l'histoire des middleweight? Ouais, c'est possible, c'est très possible. Ouais, parce que là, alors dis-moi si je me trompe, mais de tête là, dans grande trilogie qui se passe exclusivement chez les middleweight, je vois celle-là, Dick Tiger contre Jane Fulmer. Et Nino Benvenuti contre Emile Griffith. Ouais, c'est vrai. Je réfléchis. Non, ouais, Gene Fulmer, après, il n'a pas été impliqué dans d'autres, non, je pense pas. Non, là, comme ça ouais, effectivement, c'est vrai que je vois pas. Il y a des quadrilogies dont on reparlera, mais. Il y a des trilogies, mais trilogie stricto sensu, moi je considère la trilogie Zale Graziano comme la plus grande trilogie d'histoire des middleweight, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est à prendre. Voilà. Et voilà tout ce qui est. Bon, voilà, on a un peu fait le tour de Tony Zale. Et donc, passons à ton numéro 8, qui n'est nul autre que Triple G. Voilà. Gennady Golovkin, d'ailleurs, qui, je trouve, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des analogies entre Golovkin et Tony Zale. C'est un petit peu, c'est pas forcément les mêmes boxeurs, mais je trouve qu'il y a des analogies un petit peu entre les deux. Golovkin, c'est le parcours quand même assez exceptionnel chez les moyens. Champion d'Europe, alors champion du monde au début des années 2010, bon, c'était le titre régulier, mais là où tu peux un peu lui donner des points, c'est de dire que peut-être qu'à cette époque, Félix Sturm, il n'était pas pressé de prendre Gennady Golovkin, d'ailleurs il ne le prendra jamais. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait le prendre, donc il devient officiellement super champion, je crois que c'est en 2014 il me semble, un truc comme ça. Voilà, je me demande si c'est pas durant son combat contre Marco Antonio Rubio que ça se fait. Enfin bon, bref. Non, c'est son combat face à Daniel Gale qui avait battu Félix Sturm. Juste avant, ouais. D'accord, ouais. Alors, pas tout à fait juste avant parce qu'il y avait une grosse. Gale avait eu une grosse période d'inactivité, je crois. Il avait quasiment eu 1 an sans combattre. Et on lui avait retiré le WBA. Mais je veux dire, je crois que le combat de Gale est juste avant celui de Rubio, non? Pour Golovkin, je sais plus. Je sais plus. Je crois pas. Il me semble. Ou je sais plus. Mais il me semble que c'était en fin 2014 Rubio, mais peut-être je me trompe ou c'est fin 2013, je sais plus.
Enfin, en tout cas, c'est vrai que voilà, il va se retrouver champion. Alors face à Daniel Gill, qui était quand même un nom, effectivement, tu l'as rappelé, australien. C'était quand même un bon boxeur. Après ça, c'est unification, effectivement, face à David Lemieux. Première unification. Démonstration. Démonstration où on voit qu'effectivement, Golovkin aussi, tout son panel technique. Et après, alors, on espérait le combat soit face à Cotto, soit face à Canelo. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va se retrouver champion de WBC. Comment? C'est que normalement, en fait, Cotto devait obligatoirement affronter Golovkin. On avait dit à Cotto, t'as pas le choix, tu dois l'affronter. Sauf que Cotto, il a refusé Golovkin. Ouais, et Et ce qui aussi, Golovkin avait récupéré la ceinture intérimaire WBC. Ouais, alors justement, ça vient de là, parce que si tu veux, Cotto, il veut pas affronter Golovkin. Donc on dit à Cotto, très bien, on va te retirer ton titre et on va le remettre en jeu dans le prochain combat de Golovkin. Sauf qu'entre-temps, Cotto, il dit, moi je vais affronter Canelo. Et vous savez, WBC, c'est World Boxing Canelo. Hein. Ils ont dit, c'est pour Canelo. Ils ont dit, attends, on va faire autre chose. Golovkin, on va lui mettre un titre intérimaire et on va remettre le titre entre Cotto et Canelo pour les. Et vous regardez, en fait, entre Cotto et Canelo, c'est un titre vacant qui est en jeu. C'est pas Cotto qui défend son titre, c'est qu'en fait, il y avait été retiré et ils lui remettent la ceinture au WBC. Donc c'est ça qui est complètement. Voilà. Donc c'était illégitime. C'est pour ça que Canelo devient à ce moment-là champion des poids moyens. Et tout le monde dit non, le vrai champion, c'est Golovkin. Et à ce moment-là, on attendait d'ailleurs que Canelo derrière affronte Golovkin. On se souvient de tout ce qui s'est passé. C'est que même la WBC qui, comme vous le voyez, privilégie à mort Canelo, au bout d'un moment, il a dit à Canelo, on n'a pas le choix, on te retire le titre régulier et on va le donner à Golovkin qui se retrouve avec 3 ceintures. Donc qu'il accumule les titres, c'est pas de la plus belle des façons, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est que lui, à ce moment-là, est fuit comme la peste. Il cherche des gros défis, il va aller chercher Kell Brook, physiquement, voilà, c'était dur pour lui d'aller chez les moyens. Face à Golovkin, on savait que ça finirait plus loin comme ça, mais il était quand même vaincu en 36 combats, Kell Brook. C'est quand même, voilà, il sort son combat, Kell Brook. Il sort son combat, et donc c'est quand même à mettre au crédit de Golovkin. Et puis après, on va avoir quand même Daniel Jacobs, qui va être un combat pas facile pour Golovkin, mais dans lequel il va montrer une fois encore beaucoup du boxeur qu'il est, et puis on arrivera à la dualité face à Canelo. Et effectivement, alors là, c'est un peu dommage parce que c'est un peu il fallait ce gros nom à Golovkin, c'est ce qui manquait dans sa carrière. Canelo, ça arrive, ça fait un match nul et ça fait une défaite. Bon, moi à mes yeux, c'est 2 victoires de Golovkin. Pareil. Voilà. Donc c'est pour ça que si tu veux, au bout d'un moment, je dis voilà. Et après, voilà, il y a eu Derevianchenko. J'ai quand même Golovkin vainqueur, même si je comprends que beaucoup est Derevianchenko vainqueur. C'est un combat qui est très serré. Mais voilà. Fantastique combat. Et fantastique combat. Et après, c'est le passage à vide. Et puis après, on a eu quand même cette année face à Murata. Moi, je me suis régalé. Voilà, combat au Japon. Le mec, à 40 ans, il récupère une 2e ceinture. Donc actuellement, Golovkin a la 2 ceintures. Il reste encore champion chez les moyens. Beaucoup sont restés un petit peu sur leur fin, sur la dernière performance, mais qui était un super moyen. Donc, en moyen, Golovkin est toujours là, mine de rien. Jusqu'à combien de temps encore? Je sais pas. Peut-être que ça lui permettra de grimper encore dans le top. Mais en tout cas, il faut reconnaître que là, il est en train d'accumuler plus de défenses de titres que n'importe qui. Même si encore, tu peux discuter, tu peux dire, est-ce que les premières défenses de titre de la ceinture WBA régulier, pas du titre de super champion, c'est à prendre en compte. Enfin, en tout cas, il a une longévité chez les moyens qui est exceptionnelle. Il manque, hélas, un peu de gros noms, mais à son apogée, il faut dire ce qui est, il a été esquivé comme la peste, Golovkin. Donc c'est un peu difficile. Bah ouais, ça a été peut-être le boxeur le plus évité des années 2010, ce qui est quand même pas rien. Oui. Ah oui. Et voilà. Alors personnellement, je mets pas Gennady Golovkin dans le top pour la raison, voilà, un peu injuste, c'est vrai, mais pas pour la raison que il n'a pas assez pour moi de grands noms dans la KT. Mais c'est totalement légitime de le mettre dans le top, et 8e, ça me paraît. C'est très logique. Voilà. Donc, passons à la 7e place, qui pour ma part n'est nul autre que The Executioner, Bernard Hopkins. Voilà, Bernard Hopkins, je spoil, toi tu vas en reparler plus haut. Donc je vais essayer de faire un peu court sur Bernard Hopkins. Voilà, Bernard Hopkins, c'est vraiment, en fait, on a parlé de Triple G juste avant, mais Bernard Hopkins aussi, c'est une longévité dans la KT. Ouais. Un règne de 10 années consécutives.
un des plus longs règnes de l'histoire de la boxe, dans lequel il a accumulé toutes les ceintures. Premier homme au monde à avoir premier undisputed de la 4 belt Air. Donc, ce qui est quand même un truc de fou. Il a affronté des stars, des superstars au moment de leur combat. Voilà, et une défaite pour son premier title fight face à Roy Jones Jr., qui marchait sur l'eau à l'époque, donc il n'y a rien de honteux. Ah oui. Et il a récupéré le titre juste après. Et après, domination totale pendant 10 ans. Et il perd le titre de façon très, très compétitive face à Jermaine Taylor. Donc, voilà, c'était un peu le parcours parfait dans la division. Et voilà. Je suis très dur avec lui de le mettre 7e place. Voilà. Voilà. Bah écoute, moi je garde mes arguments du coup pour plus haut. Voilà. Et donc pour toi, la 7e place, c'est Freddie Steele. Voilà, Freddie Steele, qui est un boxeur un petit peu oublié, qui en fait a boxé dans cette fameuse période qu'on a évoquée tout à l'heure, des années 30, où c'est un peu très bordélique. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit, Mikey Walker, il vient de se faire, il a abandonné son titre parce qu'il est monté de division, des moyens. Donc, en fait, la NYSAC, la NBA, chaque fédération va remettre un peu en jeu son titre, et ça va être un bordel monstre. Mais au final, mine de rien, Freddie Steele, c'est à un moment donné un gars qui va se retrouver avec les ceintures de new-yorkaises et la ceinture NBA. Mais c'est surtout un gars qui, à mon avis, aurait pu, dans cette année-là, on aurait peut-être pu dire s'il fallait un champion linéaire, est-ce que c'était pas lui? Parce que quand tu regardes dans ces années-là, il a bataillé avec tous les autres champions quasiment. Il faut voir le tableau de chasse. C'est-à-dire que déjà, ils viennent des welter, où il a battu Seferino Garcia, ce qui est quand même à noter. Ensuite, quand tu as chez les moyens, il a affronté Baby Joe Gans. Il va affronter Fred Apostoli, qui à ce moment-là débute. Il a que 6 combats, mais Fred Apostoli, c'est un futur champion. Et du coup, il va y infliger sa première défaite, Freddie Steele, donc c'est quand même à noter. Et après ça, ben ouais, voilà, c'est des victoires sur Vince Dundee, qui a été un champion, sur Gorilla Jones, qui a été un champion, sur Baby Risco, qui a été un champion. Il va même affronter Gus Lesnevich, futur champion du monde des poids mi-lourds. Il le rencontre en poids moyen. Alors, en poids moyen, je crois que lui est en poids moyen. Par contre, Lesnevich est au-delà de la limite des poids moyens. Mais bon, lui le bat en tant que poids moyen. C'est des défenses de titre que c'était face à Gorilla Jones, face à Baby Risco, c'était face à Frank Battaglia aussi, qui était un prétendant au titre au début des années 30. Et il va même stopper au 4e round Ken Overlin, un autre futur champion qui sera, je ne sais plus si c'était la fédération new-yorkaise ou la NBA, mais en fait tous ces noms, tous ces champions un petit peu qui sont passés dans les années 30, lui il les a tous battus quasiment. Alors il va s'incliner face à Fred Apostoli, qu'il avait déjà battu, parce qu'entre-temps Apostoli a mûri, et lui par contre Steele forcément accumule les combats, et ça commence comme tout boxeur à décliner. Mais au final, il a un règne qui est très très long. Il a une longue période de domination dans les années 30. Il a enchaîné plein de défenses. Et c'est vrai que quand tu vois, c'est un énorme tableau de chasse et c'est un énorme palmarès, quoi, Freddie Steele. Voilà. Et voilà. Alors, je me suis pas. La raison pour laquelle j'ai pas mis dans le top, c'est parce que je me suis pas encore assez attardé sur sa carrière. Mais en regardant rapidement un peu tout son palmarès et la temporalité dans laquelle il est, c'est qu'en fait, les années 30, c'est pour ça que je vais en revenir à ma petite thématique que j'avais évoquée en début de vidéo. C'est que dans les années 30, il y a eu, je dirais, une passage à vide en fait en termes d'image, où je trouve que ça a manqué au tout début des années 30, ça a manqué de grandes figures comme on a pu le connaître dans les années 20 comme on connaîtra plus tard. Mais à peu près au milieu des années 30, entre 1935, 1936, etc., il y a eu l'émergence de nouvelles figures. Joe Louis chez les heavyweight, enfin notamment Joe Louis chez les heavyweight et Henry Armstrong dans les plus petites catégories. Et Barney Ross aussi. Hein. Ouais, Barney Ross également aussi. Et celui qui a la nouvelle figure des middleweight, mine de rien, ça a quand même été Freddie Steele, comme pour tous les arguments que tu as cités. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'un Freddie Steele, en fait, on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais quand tu regardes même des articles de l'époque, c'était mine de rien une star, en fait. À l'époque, il était assez starifié, il s'affichait pas mal avec des grands acteurs de l'époque. Et c'est vrai que c'est un boxeur qui aujourd'hui est vraiment tombé dans l'oubli. Alors, il faut dire que l'histoire des poids moyens est tellement riche que, hélas, c'est au détriment parfois de certaines pages. Mais c'est vrai que c'est un mec qui, au final, quand tu regardes son palmarès sa carrière, c'est assez impressionnant, quoi.
à fait. Voilà. Donc, je pense que c'en est fini pour Freddy Steel. Et donc, passons à notre numéro 6, qui n'est nul autre que ouais, un assassin, un pur assassin, Stanley Ketchel. Ouais. Phénomène absolu. Donc Stanley, ouais. Donc Stanley Ketchel qui commence sa carrière au tout début des années 1900 et qui commence en tant que, comme son surnom l'indique, assassin, et il assassine absolument tout le monde. Il enchaîne KO sur KO sur KO. Il affronte déjà des noms très très solides. Et tout ça va l'amener, mine de rien, assez vite parce qu'il commence en 1903. Et dès 1908, donc en à peine 6 ans, ce qui est quand même assez impressionnant, il arrive déjà au titre mondial face à Joe Thomas. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on était pendant une longue période avec un Tommy Ryan qui effectivement était reconnu comme le champion linéaire, mais qui était toujours contesté parce que forcément on disait le mec il est plus actif depuis un moment, il boxait même plus dans cette caté, je crois, le peu qu'il faisait. Donc au bout d'un moment, il y avait beaucoup de gens qui se réclamaient du titre linéaire. Et parmi un des championnats poids moyens qu'on va créer un petit peu alternatif, il va y avoir effectivement ce combat entre Stanley Ketchel et Joe Thomas. Ouais, et Joe Thomas, c'est une première trilogie entre les deux. Ouais. Alors, une trilogie qui, de ce que je lis sur BoxRec, qui aura lieu en fait plus en welterweight. Alors, le premier combat. Au début, ouais. Ouais. Alors, le premier combat, c'est un peu bordélique parce que Stanley Ketchel est à 147 livres, donc la limite des welterweight. Joe Thomas est à 160, donc la limite des middleweight. Donc, on peut dire que c'est un premier combat middleweight. Combat sans titre en jeu qui va se solder par un match nul. Deuxième combat 2 mois plus tard, en septembre 1907, avec le titre welterweight en jeu, qui cette fois sera Ketchel remportera le combat par KO au 32e round sur un combat prévu en 45. Ah mais c'est la folie. Alors là aussi, par contre, juste pour préciser, welterweight, championnat du monde des welter, mais toujours pareil, c'est-à-dire c'est pas officiellement reconnu comme tel, mais ça a été vendu comme tel en tout cas. Mais c'est vrai que le combat, oui, comme tu l'as dit, 32 rounds quoi. Complètement fou. Et quand même combat très compétitif parce que je crois que Ketchel a été envoyé au sol 1 ou 2 fois dans le combat, ce qui est quand même pas rien. Et donc il termine la trilogie en middleweight pour le titre linéal middleweight. Et cette fois encore, c'est Stanley Ketchel qui l'emportera, cette fois par décision en 20 rounds, malgré tout. Il enchaîne, donc là, ses 2 premières défenses de titre, c'est quand même face aux frères Twin Sullivan, Mike et Jack. Ouais. Mike qui le déglingue dès le premier round, et Jack qui va l'emmener en eau profonde, mais donc Ketchel sortira vainqueur par un KO au 20e round. Sur un combat prévu en 15, voilà, juste pour rappeler l'époque de malade mental. Ensuite, 1908, il commence sa rivalité face à Billy Park, qui à ce moment-là était invaincu en 27 combats, 22 victoires pour 5 matchs nuls. Stanley Ketchel remporte le combat à la décision. Ensuite, Hugo Kelly, vétéran du circuit, Ketchel l'écarquille en 3 rounds. Et puis, déjà, on a une revanche face à Billy Park, et cette fois dans un combat mythique. Et Ketchel remporte. Non, Ketchel cette fois-ci est battu. Ketchel perd. Je crois que c'est quand même par KO, TKO au 12e round. Je crois que c'est sa première défaite avant la limite, il me semble. C'est possible, oui, il me semble. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut s'y attarder un petit peu là sur Billy Papke. C'était un sacré morceau lui aussi. C'était un peu comme un Ketchel, c'est-à-dire c'était un gros puncher. Vous allez voir son ratio de KO aussi, c'était énorme. Et c'est vrai que les combats ont été extrêmement violents. Aujourd'hui, on n'a que les images du 4e parce que oui, je spoil, il va y en avoir 4, qui est pas le meilleur en fait de ce qui en a été écrit. Par contre, les premiers sont exceptionnels. Le premier combat avait été déjà incroyable, et là, le deuxième est d'une violence, il paraît, est extrêmement sanglant.
C'est incroyable. Et effectivement, là, Ketchel va plier face à Billy Papke qui devient la nouvelle superstar. Parce que c'était des combats starifiés. Au bord du ring, tu avais quand même des mecs comme Packy McFarlane, Joe Gans, A.B. Attle. Il y avait plein de. Je veux dire, c'était quand même quelque chose, quoi, ces époques-là, les poids moyens. Voilà. Et rectification, c'était pas sa première défaite avant la limite, mais ça reste quand même sa première défaite depuis 1904. Ouais. Donc, Ouais, c'était c'est sa dire. première défaite depuis extrêmement longtemps et il avait, voilà, il avait le palmarès que j'ai déjà évoqué. Donc un truc de fou, combat extraordinaire. Il perd, mais il reste pas longtemps sur cette défaite parce que seulement 2 mois plus tard, on a la trilogie face à Billy Papke et cette fois, c'est donc je crois encore une fois dans un combat mythique. Et ben cette fois, Complètement. c'est Ketchel qui remporte le combat par KO au 11e round. 11e, ouais. Et oui, pareil, combat absolument fou, sanglant. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait partie, enfin, des écrivains de l'époque ont écrit que c'était peut-être les combats les plus violents qu'on ait vus chez les moyens, en fait. Ketchel Papke, c'était d'une violence absolue, quoi. C'était vraiment deux durs qui d'ailleurs finiront très mal les deux et c'était incroyable. C'était des bombes atomiques qu'ils envoyaient, quoi, les deux. Donc Ketchel, premier boxeur d'ailleurs, chez les moyens, a récupéré le titre. Voilà. Après avoir été mis KO par Billy Papke, qui était un sacré morceau, ben, il revient et il le met KO à son tour, plus rapidement même. Et 2 mois plus tard. Et 2 mois plus tard. Et donc voilà, ensuite, Ketchel, il enchaîne avec alors une seule défense de titre, la tétralogie face à Billy Papke, qui se conclura au point. Au point, ouais. Mais surtout avec 2 combats sans titre en jeu face à Philadelphia Jack O'Brien, qui futur, même champion des mi-lourds, quoi. Ouais. Mais ça se fait à la limite middleweight. Tout à fait. Et voilà, 2 combats aussi réputés. Et premier combat qui se finit au point, deuxième combat, Ketchel qui remporte le combat par KO au 3e round. Voilà, face à. Alors, je crois que O'Brien est un Hall of Famer. Donc, oui, je te le confirme. Et je crois qu'il a même fait partie de la première édition du Hall of Fame, Philadelphia Jack O'Brien. Ouais. Donc, c'est pas rien. Mais c'est. Mais en tout cas, très grand champion des mi-lourds. Et de cette époque-là, ouais. Donc oui, non, c'est clair que ça, c'est 2 grosses victoires aussi, 2 énormes victoires même pour Stanley Ketchel. Voilà. Et après ça, va y avoir le déclin expéditif, j'ai envie de dire, de Stanley Ketchel, parce que il va tenter le super fight et quelque part l'un des tout premiers super fights de la boxe face à Jack Johnson, qui à cette époque est la figure de la boxe et the face of boxing. Bon, après, il y a aussi tout le contexte politique, racial autour qui faisait que c'était le mec le plus médiatique. Mais bon, il n'en reste que Johnson avait gagné ses galons sur le ring. Et ils font le super fight, qui montre aussi l'icône qui était Stanley Ketchel, parce que ces super fights entre, on peut dire, entre le plus fort des hommes et le monstre, voilà, le monstre qui était personnifié par les plus grands heavyweights. À cette époque, c'était Jack Johnson, donc on voulait voir le plus fort des catégories en dessous, et en l'occurrence, c'était Stanley Ketchel. Donc ça montre à quel point Stanley Ketchel était une star. Et c'est un combat aussi dont, alors même s'il ne concerne pas les poids moyens, mais qu'on peut évoquer pour montrer ce qu'était Ketchel, parce qu'il a un mec en face qui est beaucoup plus lourd que lui. C'est énorme l'écart physique. Et 30 livres d'écart. Voilà. Et il va quand même l'envoyer au tapis. Alors il y a eu Jack Johnson, il avait un peu refait son truc à sa sauce après ça. Il avait dit en fait qu'en gros, il y avait un arrangement qui devait boxer pendant 20 rounds tranquille et que en fait, Ketchel lui aurait mis un sucker punch qu'il l'a envoyé au tapis, que lui, pour le punir, il s'est relevé, il l'a fini. Quand tu vois le 11e round, tu peux te dire, effectivement, c'est un narratif cohérent parce qu'on voit que Johnson, il tombe et à peine debout, il le mitraille. Sauf qu'il y a un gars à l'époque, alors déjà, quand il a dit ça, Jack Johnson, Ketchel était déjà décédé, assassiné. Donc, il pouvait pas se défendre. Et il y a un mec de l'époque qui s'appelle, je vais vous retrouver son nom, parce que je ne l'ai plus en tête. Ouais, B.R. Bearden, qui en fait s'intéressait à la boxe. Et B.R. Bearden, en fait, il savait aussi que Jack Johnson, il avait une réputation d'être un petit peu mythomane. Et il s'est dit, moi, je vais essayer d'avoir
toutes les images de ce combat. Et il va réussir, ce mec, à acheter très cher le film du combat. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que sur YouTube, vous avez des images de tout ce combat au-delà du 11e round. Et on voit un Jack Johnson qui, très rapidement, envoie Ketchel au tapis. Il va, je crois, lui casser le nez, il va lui casser la mâchoire, ça me fait une grosses blessures. Et tout d'un coup, là, le narratif, on se dit, ça ressemble pas quand même à ce qu'il nous a décrit Jack Johnson d'un arrangement où il fallait qu'il fasse durer le combat 20 rounds. On a l'impression que Johnson, il veut vraiment assommer Ketchel d'entrée de jeu, qui lui met des gros coups. Et Ketchel tient. Et quand Jack Johnson, il parle pareil au 11e round d'un sucker punch, c'est pas du tout un sucker punch, c'est un coup qui est très bien mené par Ketchel et qui prend de plein fer Jack Johnson et il tombe. Alors c'est vrai qu'une fois qu'il se relève, il arrive à surprendre Ketchel parce qu'il en plus il y a un peu l'arbitre qui est entre les deux et Johnson contourne un peu l'arbitre, c'est assez particulier. Mais en tout cas, c'est quand même à noter que le punch de Ketchel d'avoir réussi à quasiment assommer un poids lourd et c'était dans un combat qui a été très très dur, qui d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, alors il n'y avait pas encore la nomination de ces combats de l'année, mais ils en ont parlé comme un des plus grands combats de tous les temps, mine de rien. Et Ketchel, moi je pense que peut-être même tu peux dire que c'est le plus gros puncher peut-être que les moyens aient connu, tu vois. Ouais. C'est énorme. Et c'est vrai que bon, ben, ce combat, forcément, il va finir par un KO de Ketchel et il s'en remettra jamais en fait. Non, parce que juste après, ben, déjà il va mettre un peu de temps avant de retourner chez les middleweight. Ouais. Et donc il va combattre un Frank Klaus que j'ai rapidement évoqué dans les mentions. Il y a eu Sam Langford aussi. Et c'est d'abord Frank Klaus, puis Sam Langford. Voilà, Frank Klaus qui est une légende des middleweight. Puis alors c'était en light heavyweight ce combat. Enfin, alors je sais plus si à cette époque la catégorie light heavyweight avait été rétablie parce qu'il y avait eu une période milieu des années 1900, la catégorie light heavyweight avait été enlevée parce qu'il y avait pas grand monde. Je sais plus si la catégorie light heavyweight avait été remis à ce moment-là. Enfin bref. Au bout du jour. Ouais. C'était, je crois que c'est. Ouais, non, de toute façon ça compte pas. Pardon. De toute façon ça compte pas. C'était en dessous des 160 livres. Donc c'était un combat middleweight. Et Frank Klaus qui par la suite sera champion et dominera la catégorie pendant 3 ans après ce combat-là. Puis Sam Langford qui est une légende absolue. Quoi, le mec, enfin sur l'un des 2 plus grands rois sans couronne de la boxe minimum. Pour moi le plus grand, ouais, mais c'est clair. Ouais, pour moi le seul mec avec qui on peut discuter c'est Tommy Gibbons. Voilà. Et, ouais, oui, c'est vrai, il y a Tommy Gibbons aussi, ouais. Oui, t'en as plusieurs, et Packy McFarland, c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai que oui, Sam Langford, bon, mais légende qui a traversé les catégories dont on n'a jamais trop compris comment d'ailleurs, c'était très particulier. Une anomalie. Ouais, une anomalie. Donc, mais et Sam Langford qui était aussi un énormissime puncher. Ketchel, il arrive quand même à tenir la décision. C'était en 6 rounds, donc c'était pas non plus un combat extrêmement long, mais Sam Langford, c'était pas le dernier pour te foutre des KO sur les combats en 6 rounds. Donc ça reste quand même une perf. Puis il finit quand même sa carrière pas face à des gros noms, mais il finit quand même sur trois belles victoires par KO. Donc ça reste quand même très honorable. Voilà. D'ailleurs, il aurait pu aller plus loin, mais il a été assassiné de façon prématurée. Hein. Ça a été un peu une sorte de Salvador Sanchez des poids moyens, Ketchel. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, au même âge, à 23 ans. Et c'est ça qui est complètement fou. Stanley Ketchel, il te fait ça. Enfin, il termine sa carrière, il a même pas 23 ans. C'est ça qui est ouf. Et quand tu vois les accomplissements, ah oui, non mais c'est énorme. Absurde. C'est énorme. Que voilà, une légende absolue qui mérite amplement la 6e place dans ce top. Voilà, donc passons à la 5e place, qui pour ma part, et tu en as parlé plus tôt, n'est nul autre que voilà, Mikey Walker. Mikey Walker, c'est un truc de fou. Donc, tu as déjà bien résumé toute sa carrière chez les middleweight. Il débarque dans la KT, alors que déjà en termes de taille et peut-être aussi de dimension, c'est pas un énorme welterweight. Il débarque chez les middleweight. Il débarque de quelle manière? En te faisant. Enfin, alors j'en avais un peu parlé chez Captain Crochet il y a quelques semaines. S'il y a un combat non filmé que j'aimerais voir, ce serait celui-là. Parce que donc ce qu'on en sait, ça a été un combat magistral, combat de l'année 1925, face à Harry Greb. On en reparlera plus haut. Voilà.
Et après ça, il reste quand même, enfin, il reste pas au plus haut niveau chez les middleweight, mais il refait quand même quelques combats de moins d'envergure, mais malgré tout. Il revient en 1926 face à Tiger Flowers et il règne sur la catégorie pendant pendant 5 ans. Il est destitué de ses titres en 1931. Il fera beaucoup de voyages chez les light heavyweight et même Oui. jusqu'au heavyweight. C'est ça qui est dur et il n'a pas aussi affronté beaucoup de monde. Mais bon, en attendant, il termine sa carrière middleweight avec seulement 2 défaites dans la KT, je crois. Harry Greb et Young Colbert 3, qui est aussi une légende. Plus des welterweight que des middleweight, mais quand même une légende. Et il a boxé des mecs de la KT qui restaient des durs. Et il est resté invaincu pendant 9 ans dans cette catégorie. Donc, Ouais, alors après, bon, le seul petit grain de sel que je mettrais sur ça, c'est que effectivement, il a pas, durant cette période-là de 9 ans, il n'a pas boxé il les fait tauliers. pas tant de combats que ça, en fait, en premier, si tu regardes. Il fait beaucoup Ouais, aussi chez les Milo. il beaucoup chez Light Heavyweight et Ouais. il a pas boxé les tauliers, il a pas boxé les Gorilla Jones ou les Marcel Till, c'est vrai aussi. Ce qui m'aurait plu, en fait, chez Mickey Walker, je t'avoue, c'est qu'il y ait eu une revanche avec Tiger Flowers. Ouais, ouais, ça aussi, c'est vrai que c'est un très gros manque ça. Mm. Mais bon, ça reste quand même un très gros CV Bien sûr. middleweight. Et puis aussi, Mikey Walker, j'en ai parlé l'année dernière dans mon top 10 all-time, toutes catégories confondues, il est 9e. Donc, c'est une légende absolue. Et comme tu l'as dit, pour moi, son prime, que ce soit en termes médiatiques, pugistiques, etc., ça reste les middleweight malgré tout. Donc, voilà, peut-être que je suis peut-être que je suis généreux avec lui, mais voilà, la 5e place, ça me paraît quand même plutôt légitime pour cet homme. Voilà. Et donc, passons à ton numéro 5, dont j'ai déjà parlé dans ma 7e place, qui n'est nul autre que The Executioner, B-Hop, The Alien, même si c'était pas le middleweight. Voilà, Bernard Hopkins. Ouais, Bernard Hopkins, qui est. Alors, tu as déjà rappelé le règne de 10 ans. Je trouve que c'est une carrière qui, en fait, presque, on a tendance même à sous-estimer parce que quand tu vois l'adversité, c'est quand même quelque chose. Bernard Hopkins, même avant d'arriver au titre chez Roy Jones, il se fait déjà la main avec des mecs qui sont pas mal capés, des gars comme Dennis Milton, des gars comme Gilbert Baptiste. Après sa défaite contre Roy Jones, il redeviendra challenger officiel de l'IBF en battant Lupe Aquino, qui est un ancien champion des super welter. Il y a ces 2 combats face à Segundo Mercado, le boxeur de l'Équateur, le premier difficile, le deuxième, Hopkins qui corrige tout et qui est là, devient champion. Et c'est vrai que pendant ces années-là, il va avoir des combats et on oublie parfois, mais il y a eu quand même dans cette fin des années 90 des noms qui étaient très intéressants. Il y a eu Joe Lipsey qui était un boxeur américain invaincu, un prospect invaincu qui va battre. Il y a eu John David Jackson. Il va stopper sa carrière complète. Il y a eu John David Jackson, qui avait été champion chez les super welter et qui le sera aussi chez les moyens. Il va y avoir Glenn Johnson, qui était à cette époque-là invaincu au moment où Hopkins l'affronte. 33-0, si je me souviens bien. Ouais, ou 32-0, il me semble. Enfin, en tout cas, un chiffre comme ça, mais c'était un ces eaux-là. Il va y avoir Simon Brown, qui venait des super welter. Alors, c'était les poids moyens, c'est sans doute pas sa catégorie la plus, là où il était le plus à l'aise, Simon Brown. Mais c'est quand même un nom ajouté. Des mecs comme Robert Allen, c'est pas des gros noms, mais c'était quand même des besogneux, tu vois. Fallait quand même se les farcir. Et puis quand même contre Robert Allen. Ouais, tout à fait. Il va y avoir une trilogie contre Robert Allen. Et puis, il va y avoir quand même ce moment où il arrive à faire ce qu'on n'a jamais revu chez les poids moyens, c'est-à-dire un tournoi d'unification mondiale qui est organisé par Don King, où effectivement, il va battre Keith Holmes. C'est peut-être pas le plus grand des champions Keith Holmes, mais il fallait se le taper aussi, hein, parce que c'était un physique. Hein. À cette époque-là, franchement, ce mec, il était énorme, Keith Holmes. C'est vraiment un gros puncher, gros physique. Il fallait physiquement, il fallait le gérer. Légende, mais ça a été un petit phénomène. Hein, Ah oui, donc Keith Holmes, il fallait se le farcir. Alors le combat n'est pas du tout, c'est pas un combat que je m'amuserais à regarder parce qu'il nous fait du Hopkins. Mais voilà. Et puis après, ça arrive forcément la finale face à Félix Trinidad, qui vient des catégories inférieures. Mais Trinidad, qui à ce moment-là, quand il vient de battre Joe P, tout le monde dit il va défoncer Hopkins. Hein.
Et bon, en plus, il a le vent en poupe. C'est New York, c'est Don King qui organise le truc. Don King, à ce moment-là, Trinidad, c'est sa pépite. Donc, c'est quand même assez. Et puis, Hopkins, ce combat qui nous sort, moi, c'est une des plus belles masterclass que j'ai eues dans la boxe. Je m'attendais à voir l'Hopkins vraiment en salle. Il fait un peu de vis, mais si tu regardes dans la plupart du combat, c'est surtout les sur les jambes, la mobilité. Il lui donne une leçon, et puis au 12e round, eh ben, allez, je clôt le spectacle, je m'offre le Une KO. droite. Une droite, première défaite de Félix Trinidad, c'est par KO, quoi, je veux dire. Et ouais, il a déjà, en plus, Hopkins, il avait 36 ans déjà à cette époque. Donc c'est quand même assez énorme. Il prend les 3 ceintures majeures, parce qu'à l'époque, la WBO était encore un peu considérée comme étant... voilà. Et après, ben ouais, il continuera face à... Par exemple, il va battre aussi Carl Daniels, ex-champion du monde chez les Super Welter également. Il battra William Jopi, ex-champion du monde chez les moyens. Il va y avoir Howard Eastman. Et puis, bon, il y aura bien sûr Oscar de la Hoya. Alors certes, Oscar, ça n'avait jamais été un grand poids moyen. Mais bon, il peut se dire, Bernard Hopkins, moi j'ai stoppé Oscar de la Hoya par KO, voilà. Et puis, au passage, tu l'as rappelé, il a unifié les 4 ceintures, c'est le premier boxeur à l'avoir fait. Et après, arrive Jermaine Taylor. Alors à ce moment-là, il a 40 ans, Hopkins. Le premier combat, il y a eu des polémiques à l'époque. Alors je dis pas que c'est un vol, mais c'est vrai que il l'aurait donné à Hopkins, ça ne m'aurait pas choqué, tu vois. Ça pouvait passer pour Hopkins. Le deuxième est plus net en faveur de Jermaine Taylor. Et après, bon, mais quelque part, c'est la fin là des poids moyens. Après 10 ans de règne, des défenses et un sacré tableau de chasse. Mais mine de rien, j'ajouterai aussi, même si ça ne s'est pas passé chez les moyens, qui va donner une leçon à Kelly Pavlik, qui a été un grand champion poids moyen. Donc ça, je garde quand même, tu vois, dans un coin aussi. Donc c'est vrai que Bernard Hopkins, en plus, bon, maintenant on peut le dire, ça fait partie des légendes, ça fait partie des dernières grandes légendes en fait qu'on ait eues, quoi. Et son top, tu vois, quand on en parlait pour Mickey Walker, le top de Bernard Hopkins, je pense que c'est clairement les poids moyens, quoi. Exactement. Voilà. Je pourrais faire mon avocat du diable, mais c'est vrai que mais tu peux. Ouais, mais alors en fait, c'est plus des détails, c'est que la plupart tes grands adversaires, c'est surtout des mecs qui viennent des catégories inférieures et qui n'étaient pas et que c'est pas chez les middleweight où ils ont été grands, c'est très grandes victoires. Félix Trinidad, ou Oscar de la Hoya ou ce genre de choses. La plupart venaient des catégories inférieures et les middleweight c'était pas les leurs. Non, mais c'est un bon argument. C'est un argument aussi. C'est pour ça que pour moi, il est 5e, c'est déjà énorme, mais il va pas aller plus haut, tu vois. Non, ouais. Mais puis aussi alors, mais bon, ça, enfin quand même dans les vrais middleweight qu'il a pris, Keith Holmes, William Jopi, les mecs à l'époque, c'était des terreurs absolues de la boxe. Hein. Aujourd'hui, on a complètement oublié ce qu'ils ont été, mais c'était des terreurs. Les deux, c'était d'énormes punchers avec des physicalities mais hors du commun. Et c'est pour ça que tu vois aussi la victoire sur Trinidad, quand tu vois ce que Trinidad fait à Jopi, tu te dis, c'est... Bon, après, Trinidad contre Jopi, il y avait aussi eu plusieurs facteurs extérieurs qui faisaient que Jopi n'était vraiment pas dans les meilleures conditions. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà. C'est vrai que Bernard Hopkins, je peux trouver des arguments contre, mais voilà, 5e place, ça reste, c'est tout à fait légitime de le mettre là. Voilà. Et donc passons au haut du classement. Et là, ça va être bien parce qu'en fait, sur tout le haut du classement, on est d'accord en fait. On a exactement le même top, donc voilà, ça va pas être trop le bordel que par rapport à d'habitude. Enfin bref, démarrons directement avec le numéro 4, qui n'est nul autre que une légende absolue, une icône, Marvin Marvelous Hagler. Voilà, Hagler, voilà, si vous ne connaissez pas Marvin Hagler, vous n'êtes pas des fans de boxe, ça n'existe pas. Une carrière, une carrière à l'ancienne et qui démarre. Alors, c'est une carrière qui fait intégralement chez les middleweight, il me semble. Il n'a jamais fluctué, il n'a jamais commencé plus bas, il n'a pas fini plus haut. Donc, intégralement en middleweight, ce qui est rarissime de faire toute sa carrière dans une seule et même catégorie. Et il commence directement en se tapant des mecs durs. Que des mecs durs, dur sur dur sur dur. Et la plupart de ces mecs durs, il les bat. Il a déjà deux défaites, bon, une qui est très contestable et l'autre face.
C'était qui la première défaite Alors, de la Hagler? première, je sais plus, je sais qu'il y a Bob Watts mais après, alors la première, je sais plus. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a les mecs qui les a rebattus Oui. derrière, hein. Et Il avant les a la rebattus limite, hein. derrière. Il a déjà une trilogie face, une belle petite trilogie de prospects. Donc ça reste quand même beau. Il Ouais. arrive au titre en Et 50. alors, juste pour petite anecdote comme ça, il bat aussi le père à Roy Jones Jr., Roy Exactement. Jones Senior. Mm. Voilà. Exactement. Il arrive au titre face à Vito Antuofermo, qui était quand même un très gros nom de la Oui, KT à ce moment-là. Il te fait un combat de malade mental. C'est un combat que je vous invite à aller revoir. Euh, il obtient pas le titre. C'est un et là, il match se fait, nul, mais franchement, ouais, il se fait de voler. très très Faut peu. dire ce qui est. Ouais, pour moi, il se Le fait nul n'est voler pas quand même. scandaleux, mais ouais, c'est vrai que si on devait choisir un vainqueur, j'irais plus vers Aglure aussi. Mais après, il re-enchaîne 3 ou 4 victoires par KO face aux top contenders de l'époque. Il obtient sa nouvelle chance mondiale face à Alan Minter, qui vient de battre par 2 fois Vito Antuofermo. Exactement. Il le, il le dépaisse en 3 rounds, En mais il le 3 fait rounds. abandonner en 3 rounds. Ouais, Et chez il lui en vient, plus, en Angleterre, ouais. donc ouais, non, c'est incroyable, ouais. Et il enchaîne avec un règne, mais de malade mental. Évidemment, il y a ces combats face au Fabulous Four, mais j'ai même pas envie d'en parler parce que oui, c'est incroyable, mais on en parle trop. Il faut aussi remettre de la lumière sur les vrais middleweight qu'il a affrontés. Parce que c'est Mm. quand même un grand duel face à Mustafa Ancho, le premier combat Ouais, qui est incroyable. Il prend sa revanche face à Vito Antuofermo. oui. Il Il le bat, stoppe, hein. il le stoppe violemment. Il bat Juan Roldan dans un combat Oui, de fou. oui, Et oui, il va au tapis d'ailleurs, Hagler, dans ce combat. ouais, contestablement, mais oui, Oui, mais c'est un c'est peu vrai du que c'est compté, quoi. son premier knockdown officiel, quoi. Enfin, Et même, c'est je crois, son seul, peut-être, le non? seul. C'est le seul C'est le seul, hein, je crois, ouais. c'est la seule fois de sa carrière où il a été compté. Et il stoppe le phénomène à KO qui était John Mugabe. Et dans un Ouais, ah combat, bah oui. mais hors du commun. Ouais. Ah oui, oui. Oui, un combat énorme, hein. Un combat énorme. Voilà. Et puis son dernier combat, voilà, on va pas trop s'attarder dessus, mais ça reste un vol face à Sugar et Leonard, hein. Ah, alors, tu vois, ouais, on en parlait tout à l'heure pour Antuofermo. Moi, tu vois, j'aurais plus du mal à dire que celui-là est un vol, même si je comprends qu'on puisse avoir Hagler vainqueur. Mais disons que je pense qu'il s'est quand même bien fait piéger Hagler par Léonard. Il est vraiment tombé dans certains pièges. Mais c'est vrai que bon, c'est un combat qui aurait mérité une revanche. De toute façon, on va pas se Ouais, mentir. Bah, il y a eu ce combat contre Hans que tout le monde connaît, mais on est obligé d'en reparler parce que ces 3 rounds-là, bah, ils façonnent l'histoire des poids moyens. tout à Ces fait. 3 rounds qui façonnent l'histoire des poids moyens. Euh, Roberto Duran, c'est vrai qu'à l'époque, il se fait critiquer Hagler pour cette victoire parce qu'on dit Duran, il vient des légers, tu l'as pas mis KO, ça a été quand même, il t'a amené le combat de la gueule. Quand on verra que Duran a 37 ans, ce qu'il fait face à Iran Barclay, on pourra dire ah, finalement Hagler, c'était pas si mal quand même d'avoir battu Roberto Duran. On est dans un Mais combat incroyable. voilà. Après, alors, tu peux faire effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure c'était intéressant quand tu l'as souligné sur Hopkins de dire que sur les plus gros noms qui bat, ça vient des catés inférieurs, mais c'était quand même, et voilà, je veux dire, Thomas Hearns, on a vu aussi que, même s'il n'est pas resté très longtemps chez les moyens, Thomas Non, Hearns, effectivement. mais bon, mais ouais, il fallait se les farcir ces mecs-là. Et puis bon, Hagler, ben ouais, c'était ce physique, c'était taillé dans la douleur, quoi, le mec, c'était incroyable, quoi, c'était le pur poids moyen. Il y en a Ouais. beaucoup, on le sait, qui aujourd'hui vont te dire, Hagler, c'est le plus grand poids moyen de tous les temps. Tu peux avoir des arguments. Je te dirais, quatrième, c'est déjà énorme quand tu connais l'histoire de la catégorie. Dans une catégorie aussi dense, oui, c'est déjà énorme. C'est 7 ans de règne, je crois, à peu près, les défenses de titre. Le premier champion à 3 ceintures aussi. On Tout a à dit tout à fait. l'heure qu'Hopkins était le premier à 4, mais lui, c'est le premier à faire les 3, Marvin Hagler. Ouais, et qui était un peu un Sonny Liston chez les moyens, hein, pendant un moment très impopulaire, et puis au final a Oui, c'est gagné vrai. ses galons avec le temps, et qui maintenant est un des boxeurs les plus appréciés, qui a été vraiment une superstar, qui a transcendé les Une icône. frontières, quoi. Ah oui. Une icône, tout simplement. Voilà. On ne le met que quatrième, mais ça reste un des GOAT. Il aurait pu, moi pour moi, il aurait pu être troisième. On va en parler avec le troisième parce qu'en fait, les deux ont des carrières qui sont assez similaires. On va en parler et on Ah, mais va moi, dire pourquoi on a fait peut-être plus pencher la carrière de notre ouais. côté. Ouais. Ah, mais moi,
Voilà, et honnêtement, je sais même pas quel argument je vais donner pour justifier ça, parce que moi, quand je compare les deux carrières, je m'arrache les cheveux à chaque fois. Ouais, C'est horrible. Mais voilà, le troisième, c'est nul autre que Escopeta, Carlos Monzon. ouais. Voilà. L'Argentin, qui Mm. lui aussi, superstar qui a traversé les frontières, qui a une grosse carrière évidemment en Argentine, terre de boxe, où il devient champion d'Argentine. Et c'est un peu pareil qu'Aguilar parce qu'il y a 2 défaites, et les 2, je crois qu'il les Trois, venge. 2 ou 3, trois, je crois. ou peut-être 3, mais en tout cas, je crois que il les venge toutes, quoi. Tu regardes, il y reprend les mecs à un moment donné et il va les taper. Il y en a même un, je crois il perd contre lui quand il est en Argentine et il va le retrouver après qu'il soit devenu champion. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais, Je c'est pas suis pas impossible. sûr. Et Ouais, et puis, sur des fêtes dans ses 20 premiers combats, quoi. Et le mec, il en est oui, 90. Donc, voilà, c'était c'est ça. vraiment son tout début de carrière. C'est son début de carrière. Voilà. Et puis il faut voir le nombre de combats qu'il accumule en Argentine, au Brésil. Voilà. Il les prend sur le tas, les mecs. Et effectivement, d'ailleurs, tu aurais pu avoir un doute, c'est que en ayant fait une carrière comme ça, centrée en Amérique du Sud, il va même pas trop en Amérique centrale. Tu te dis, quand tu vas le mettre face à un mec du niveau mondial, est-ce qu'il va pas soudain subir une transition trop violente? Il arrive face à Nino Benvenuti, nous sort un combat extraordinaire où il finit par Un des stopper plus grands combats Benvenuti. d'histoire. Ah oui, c'est énorme. Et il stoppe Nino Benvenuti qui régnait depuis 3-4 ans sur la. Ouais. Enfin, non, moins, je crois depuis Peut-être 2 un ans peu sur la moins, tête. mais ouais. Et Mais ouais, c'est ouais. vrai que bon, il avait déjà un règne chez les super welter Il a aussi. Super Welter, il avait sa il- trilogie face à Emile Griffith et il est resté Exactement. sur 4 défenses de titre consécutives face à de gros noms de l'époque. Donc c'était quand même un truc de fou. Et Monzon, il le stoppe, et de quelle manière. Et puis le combat revanche, vaut mieux pas trop en parler par respect pour Benouti. Et puis Ah oui, après, mais ça va être expéditif. Après, il va y avoir Emile Griffith. Là encore, 2 fois aussi. 2 fois et 2 combats de dingue encore une fois. Voilà. Il stoppe Griffith d'ailleurs dans le premier combat, je crois, au 14e, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Il va y avoir, notre Français forcément, Jean-Claude Boutier. Deux Il y a eu combats encore une aussi fois légendaires. 2 combats légendaires. Il y a eu aussi Denis Moyer qui était pas tout jeune au moment où il le prend, mais qui est quand même le premier champion super welter de l'histoire, donc ça vaut quand même le coup de le rappeler. Il y a eu Benny Briscoe qui sera un challenger des poids moyens de cette époque-là. Il y a eu José Napoles. Alors certes, Napoles, ça y a pas réussi de monter en poids moyen, on va pas se mentir. Mais bon, il fallait l'accrocher quand même. Revoyez la lancée dans laquelle il était en welterweight, c'était un truc de malade. Ah oui, mais c'est un peu, tu sais, ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Triple G sur Kell Brook, où on dit c'est quand même une victoire à prendre en compte. Ben là, c'est d'autant plus vrai, c'est encore plus vrai avec Monzon, parce que Napoles, on parle d'une légende. Avec Napoles, parce que c'était déjà une légende à ce moment-là. Ben voilà, c'est incroyable. Et puis Rodrigo Valdez, parce qu'en fait, c'est ça, le petit truc qu'il y a dans la carrière de Monzon, c'est qu'à un moment donné, il abandonne une partie du titre. Il avait les 2 ceintures, et il y a, je crois que c'est la WBC qui perd. Ouais. Qui se retrouve partagé entre Rodrigo Valdez et Benny Briscoe. C'est Rodrigo Valdez qui emporte le combat. Et pendant un moment, Monzon, on disait non, c'est lui le champion. Mais comme les performances de Rodrigo Valdez sont impressionnantes, on commence à dire de plus en plus, est-ce que lui, et Monzon finit par prendre Rodrigo Valdez, ils vont faire 2 combats, et il va le battre les 2 fois, quoi, pour réunifier le titre. Voilà, et il finit sa carrière là-dessus sur 2 combats, une nouvelle fois légendaires. Voilà. C'est complètement fou. Donc c'est énorme. C'est comme tu l'as dit, en fait, tu t'arraches les cheveux avec Hagler. Je dirais que Monzon a eu peut-être un peu plus de noms et surtout il a parfois eu combat, match aller, match retour, tu vois. Tout à fait. C'est ce qui fait pour moi un peu la différence. Puis bon, plus de combats. Ouais, plus de combats. Et je te dirais en fait la différence entre Hopkins et en fait tu regardes là tes 3 numéros 5, 4 et 3 de ton côté, en fait c'est beaucoup de grandes victoires face à des mecs des catégories inférieures. Oui, et tout à fait. Ce qui fait la différence, c'est que Hagler a eu de meilleurs middleweight que Hopkins, et globalement, malgré tout, Monzon a eu de meilleurs middleweight que Hagler. Oui, tout à fait. Mais après, ça reste quand même des trucs de. Ouais, oui. De fou. Puis Emile Griffith, ça fait partie de ces mecs aussi qui font partie des welters qui ont réussi chez les moyens, ce qui n'est pas forcément évident, hein. Enfin qui ont pris le titre en tout cas chez les moyens. Donc ouais, non, mais c'est clair que voilà, c'est. Et puis Carlos Monzon, fallait voir le physique que c'était. Je crois que c'était 1m93 d'allonge, c'était. Et puis ouais, c'était un Indien, quoi. Le mec, tu le voyais, c'est le guerrier indien, quoi. Le guerrier Apache, c'était impressionnant. Ouais.
C'était c'était un peu, on peut dire un peu le fléau dans l'univers Marvel. Le mec, tu le lançais, c'était pas forcément le mec le plus technique, mais une fois qu'il était lancé, mais il était impossible de la allonger, le mec, il était juste trop fort. Il était juste trop fort. Non, c'était une bête physique avec une qualité de boxe offensive qui était incroyable, quoi. De bonnes jambes aussi, hein. De bonnes jambes, mine de rien, Carlos Monzon. Ouais. Donc voilà pour ce qui est du numéro 3. Et donc passons au numéro 2, qui n'est nul autre que la légende absolue. Voilà. Walter Smith, qu'on appelle Sugar Ray Robinson. Voilà. Bah écoute, lui, c'est incroyable aussi parce qu'en fait, si tu veux, on le dit souvent, on le répète, Sugar Ray Robinson, on va te dire, ouais, sa meilleure, son top, c'est chez les welters. Ce qui est vrai, le Robinson welter, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Mais quelque part, ses plus grands faits d'armes se trouvent chez les poids moyens. Exact. Ouais, et d'ailleurs, ce qu'on oublie, en fait, c'est que dans sa première partie de carrière, où il va faire des gros combats welter, où il va prendre le titre, entre ces combats, il faisait des montées régulières chez les poids moyens. Et en fait, il a beaucoup plus de combats même chez les moyens, Robinson, que chez les welter, en fait. Et déjà, même dans cette partie, on l'oublie. Mais rien que la trilogie, je sais même plus comment ça s'appelle, les 6 combats face à la Mota, mais même les premiers qu'il fait, les 2 premiers, lui est poids welter, mais la Mota, c'est un poids moyen même un peu plus, tu vois, il serait officiellement mi-lourd, mais il est à 160 et des poussières, donc si tu veux, c'est pas... Mais voilà, c'est déjà des combats moyens. Il y a José Bazora aussi, il va y avoir Georgie Abrams aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Donc il commence à se faire un truc, et en plus, c'est pas vraiment un vrai moyen, c'est un super welter en fait. Sauf qu'à l'époque, la catégorie n'existe pas, quoi. Et puis, il y a sa période dans les années 50 où 5 fois champion du monde. 5 fois champion du monde. Puis il faut réaliser ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il commence à vraiment boxer chez les moyens. Il va y avoir Steve B. Louise aussi. Il prend le titre face à la Mota. Alors après, ça va enchaîner. Il va commencer à déjà avoir les défenses, que ce soit face à Robert Ville. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a Bobo Olzon. Et puis après, il y a cette partie où il part faire une tournée mondiale. Ça, moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la boxe ça. Que des mecs aillent à l'étranger boxer, ce qu'on appelle les Road Warriors un peu, mais un mec qui est la superstar, parce que c'est la superstar Robinson à ce moment-là. C'est la superstar de la boxe. C'est un peu comme si Floyd Mayweather, à son zénith, il avait dit allez, je vais aller en France, allez, je vais aller en Angleterre. Le mec qui part en tournée mondiale, sauf que les combats, déjà, alors tu sors de ta zone de confort et ça s'enchaîne à un rythme effréné. Moi, juste, je vais vous donner quelques petits détails pour voir. Quand il fait son combat en France, on est le 21 mai, il combat Kid Marcel. Il le bat par KO au 5e round. C'est le 26, donc 5 jours après, il part en Suisse, il fait un combat en 10 rounds. En juin, il fait 3 combats en Belgique. Au mois de juin, 3 combats le même mois. Parce que ça aussi, il faut regarder son rythme. Même aux États-Unis, il boxe plusieurs fois par mois. Il va prendre après Cyril Delannoy juste au début de juillet en Italie, il le met KO. Et après, forcément, il arrive dans ce même mois de juillet face à Randolph Turpin en Angleterre. Alors ouais, là, il perd. Première défaite depuis la Mota. Mais bon, avec ce rythme-là, et il perd au point. Il perd au point, c'est serré. Il dit, allez, je prends une petite pause de 2 mois, parce qu'à l'époque, 2 mois, c'est une pause. Tu vois, nous, aujourd'hui, les mecs, ils prennent un an après une défaite. Donc, 2 mois après, allez, Randy Turpin. Alors bon, ce coup-ci, ça se fait aux États-Unis, mais c'est le chaos. Et quel chaos, d'ailleurs. Hein. Ouais. Quel chaos. Et après, oui, ça va être, ça va s'enchaîner. Je veux dire, les Bobo Olzon, les Rocky Graziano. Alors oui, tu vas peut-être me dire, ouais, Rocky Graziano, c'était peut-être plus, ouais, d'accord, il avait perdu face à Tony Zane. Mais regardez la série qu'il a Graziano après Tony Zane. Notamment, série de victoires sur Tony Gianniro, notamment, et Robinson en 3 rounds. Bah. Et j'ajoute aussi, pour rester sur cette période, Joey Maxime. Qui a fait Joey Maxime, il fait 157 livres, Robinson. C'est un poids moyen. En face, c'est un mi-lourd. Et ce combat-là, on sait dans quelles conditions ça s'est fait. Il y a l'arbitre même, il faisait tellement chaud que l'arbitre, il s'est évanoui au 10e, on a dû remplacer l'arbitre. C'est ça qui est fou. Et Robinson, il abandonne au 13e alors qu'il était à 2 rounds et il était devant au point. Il était devant au point. C'est ça qui est fou. Et puis après, voilà, tu l'as rappelé. Il s'arrête, il revient. Et il revient avec fracas, je veux dire. Mais les mecs qui battent Rocky Castellani, Bobo Olzon, ce qu'il fait à Bobo Olzon dans ces années-là,
Pour reprendre le titre, c'est énorme. Et puis après, voilà, Hyper contre Gene Fulmer, combat revanche. Il reprend le titre. Il reprend le titre avec. Et peut-être, est-ce que c'est pas l'un des plus beaux KO qu'on ait vu dans l'histoire de la boxe, ce KO qui lui met ce crochet du gauche, c'est magistral. Carmen Basilio, il reprend le titre. Voilà, 2 combats de l'année, 57-58. Et après, il va perdre face à Paul Pender. Il a déjà quasiment 40 ans, parce que ça aussi, on n'a pas cité, mais face à Fulmer et Basilio, il est déjà entre 36 et 38 ans. À cette époque-là, quand t'as déjà 150 combats quasiment à ton actif. Hein. C'est absurde. Je sais pas si vous réalisez l'athlète que c'est, quoi. C'est énorme. Et voilà, même les combats qu'il fait face à Fulmer, au final, où il est déjà plus là, Robinson, c'est plus le Robinson, mais il arrive quand même à tenir des combats face à Gene Fulmer, d'une façon où tu te dis, mais à son âge, comment c'est possible? Quand il a 43 piges, je crois, quand il boxe Joey Giardello, où il a 42 ans, et il perd. Et de quelle façon il perd? Et pourtant, Giardello, il y va pas de même mort, il le bouge. Et bien Robinson, il tient le coup. Là, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, quoi, ce mec. Puis bon, voilà, on en a parlé. Robinson fait partie des meilleurs. Le style Robinson. Et en poids moyen, ouais, je suis d'accord que son meilleur a été chez les welter. Mais en poids moyen, je suis désolé, c'est exceptionnel, quoi. En fait, c'est la différence c'est la différence que je fais souvent entre le meilleur et le plus grand, en fait. Oui, c'est exactement ça. Robinson, le meilleur Robinson en termes pugilistiques, c'est welterweight, mais là où il a été le plus grand, là où il a atteint là où il a eu ses plus grands combats et là où il a eu sa plus grosse notoriété, ça reste les middleweight malgré tout. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu vois, même aussi, j'ai oublié de le préciser, mais le premier combat qu'il fait sans titre en jeu face à Kid Gavilan, c'est à la limite des moyens. Ouais. Non, mais c'est pour moi, ce qu'il a fait, il n'y a qu'un mec dont on va parler qui peut prétendre avoir fait mieux dans cette division, quoi. C'est énorme, quoi. Voilà. Et juste pour conclure sur Sugar Ray Robinson, le mec, donc 5 fois champion dans la KT, il a toujours battu, il a toujours repris il a toujours repris le titre face au mec qui l'avait battu, et surtout, il a toujours perdu au point face à des mecs qui étaient tueurs à gage. Hein. Parce que Gene Fulmer et Carmen Basilio notamment, c'était des énormes punchers. Et à chaque fois, Robinson, il a tenu sans sourciller, quoi. Et il les prend, une fois encore, il a 37 piges, le gars, moyenne, 37-38. Exactement. Donc il a déjà un kilométrage que quasiment personne n'a. Ah ouais, non, c'est énorme. Donc, voilà. Et donc voilà, Sugar Ray Robinson, quelque part, le GOAT middleweight. Et là, parce que celui dont on va parler, c'est pas le GOAT, c'est le God. Ah bah oui, c'est le God, the God of Wind, the God of War. This is Harry Greb. Voilà, voilà, Harry Greb. La seule question que j'ai envie de poser sur Harry Greb, est-ce qu'on fait la version courte ou est-ce qu'on fait la version longue? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah, c'est très dur. C'est hors du commun. C'est pas possible. C'est des cas qui sont complètement anachroniques. C'est aligner autant de noms sur un tel rythme. Voilà, chez les moyens. Moi, si tu listes les noms comme ça de tête, je sais même pas te dire combien il y en a, tellement il y en a eu. Tu as cité Al McCoy, tu as cité George Sheep, Mike O'Dowd que tu as mis dans ton top 10. Il y a eu Mikey Walker, bien sûr, Tommy Gibbons. Alors, même si le combat où il le bat, si t'es dur en affaire, tu vas dire, je crois qu'ils sont un peu, ou Gibbons ou Greb, je sais plus, il est à 160 et des miettes. On n'a pas les poids de Gibbons. Greb est à 160 livres, mais Gibbons, on n'a pas son poids sur le premier. Mais je pense qu'en plus, Gibbons, ça se trouve, il était plus lourd. Donc peut-être c'est pas un combat poids moyen. Bon, enfin, oui, mais bref. Mais bon, quand tu vois les poids moyens qui se réhydratent aujourd'hui, j'ai envie de te dire, voilà. Oui. Johnny Wilson, Tiger Flowers, parce qu'il gagne le premier, il en perd 2, mais les 2, il aurait sans doute, voilà, il n'aurait pas dû les perdre. D'ailleurs, à ce sujet, un des rares boxeurs blancs à l'époque qui s'en fout, lui, il prend tout, il prend les noirs, les blancs, il affronte tout le monde. Les mecs qu'il a eu en début de carrière, les gars comme Jack Blackburn, il y a eu Léo Hook aussi chez les moyens, qu'il faut pas oublier, qui avait une très grosse carrière. Mike McTwig, il l'a affronté, notamment en partie, il l'a eu chez les poids moyens. C'était absolument incroyable, quoi. Et il a eu même Billy Miskey, il l'a fait à la limite des poids moyens, Jeff Smith aussi, je crois.
t'en finis pas. Il y en a tellement. Il y a même des mecs comme Ted Moore, comme Soldier Bartfield, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est trop, quoi. Ben ouais. Et en plus, c'est là où, pour moi, il est juste au-dessus du lot. Et quand tu connais vraiment sa carrière, tu peux pas le mettre en dessous de tous les noms qu'on a mis. Parce que les années 20, enfin, les années 10, 20, est-ce que c'est pas la meilleure période middleweight, en fait? Parce que là, il y a eu 2 générations qui se sont suivies. Enfin, pour moi, ce sont les meilleures générations middleweight all time. Ouais, c'est La possible. Et génération des années 10 et puis c'est des durs, les début des mecs. années Les 20. mecs, ils sont là pour bouffer, en fait. C'est des besogneux, ils sont très très durs et ils boxent à un rythme qui est. Puis c'est ça qui est fou chez Greb aussi. C'est qu'il ait pu avoir ce rythme de combat en sachant qu'en plus, sa carrière est stoppée de façon un peu prématurée parce qu'il aurait pu encore continuer, il aurait pu encore en faire. Il boxe en plus on rappelle, le dernier tiers de sa carrière, il a un œil à moins. Faut le rappeler, quand il prend Mikey Walker, Tiger Flowers, il a un œil à moins, le mec. Et puis le rythme qu'il met, le style totalement énergivore, quoi. C'est un surhomme. Le mec, il est pas. C'est incroyable. Et effectivement, mais son prime, c'est les poids moyens. Lui aussi, il a fait beaucoup de combats mi-lourds. D'ailleurs, pour moi, il fait partie des plus grands mi-lourds de l'histoire. Et ben, c'est vrai que le prime. je vais même dire, enfin, moi, je me pose la question de plus en plus, est-ce que c'est pas aussi le GOAT des light heavyweight, hein? Parce que tu regardes aussi le tableau de chasse qu'il a chez light heavyweight, Ah, c'est énorme. aussi une des toutes meilleures générations de light heavyweight. Enfin, c'est très fort. C'est très très fort. C'est clair, c'est énorme. Mais chez les moyens, je veux dire, c'est indescriptible. Comme tu dis, en fait, tu peux. C'est même dommage, en fait, tu peux presque pas en parler d'Harry à chaque fois qu'on l'évoque dans nos vidéos parce que tu te dis, en fait, par quel bout je prends, par quel bout je commence, tellement c'est énorme, en fait. Bah ouais. Si tu commences par le début, tu en as pour 5 heures juste pour arriver à l'année 1918. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est ça, quand tu regardes son palmarès, en fait, tu vois qu'il est déjà en train d'aligner un tableau de chasse ultra légendaire et tu dis, ah ouais, en fait, il est même pas encore devenu champion, quoi. Il faut attendre 1923 pour que. Alors, parce qu'aussi, il a pas eu sa chance plus tôt, hélas pour lui, mais je veux dire, en fait, ça ne compte même pas, en fait, dans son palmarès. Presque, c'est anecdotique que son air champion du monde, tellement, en fait, à côté, il prenait tout le monde. Il est resté au sommet de la catégorie la plus relevée. Ouais, et aussi, les middleweight, c'était la catégorie la plus relevée de l'époque, hein. Objectivement, tous les noms exceptionnels qu'il y avait à cette époque, c'était immense. Pour moi, c'est la meilleure génération de middleweight de l'époque. Et Harry Greb est resté au sommet de cette génération pendant 10 ans. Ah oui. Et avec, une fois encore, un rythme de combat et un style énergivore que tu te demandes quoi il a fait. Oui, deux combats par semaine minimum. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? Puis les séries de victoires. Voilà, il a aligné des séries de victoires sans aucune défaite à cette époque, c'est absolument inconcevable. C'est absolument inconcevable de faire ça. Donc, ouais, non, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Alors oui, il n'y a pas d'image, hélas. Ça, c'est notre regret, mais je veux dire, on a beaucoup d'images de ses adversaires. On sait la valeur qu'ils avaient, donc ça ne peut que laisser imaginer ce que c'était Harry Greb, quoi. Bah oui. Puis tu as les écrivains de boxe qui t'en parlent. Puis les combats, tu en as parlé tout à l'heure avec Mickey Walker, mais quand tu as les récits des combats, c'est ça aussi qui compte. C'est-à-dire que quand tu sais que le mec il a été impliqué dans des guerres sanglantes où il fallait mais te surpasser physiquement. Je crois que le combat contre D-Bones ou le bas, outre la violence, ça se fait sous la pluie alors qu'il n'y a même pas de toit couvrant à l'époque sur le ring. C'est indescriptible. C'est indescriptible ce qu'il fait, ce mec. Ah oui. C'est pour ça que, oui, cet homme, on n'a pas d'image, on peut pas aller revoir ses combats. Mais allez revoir, allez voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut avoir de lui. Et vous comprendrez pourquoi, quoi qu'il arrive, il restera toujours, enfin, pour moi, indiscutablement le GOAT middleweight. Et que, sur tout le reste de l'histoire de la boxe, seul Sugar Ray Robinson peut lui tenir tête en réalité. Ouais. De toute façon, ouais, voilà, ça fait partie des mecs. Voilà, pour moi, voilà, le trio, on en a souvent parlé, Robinson, Greb et Armstrong. Voilà, c'est les trois où ça peut batailler. Mais c'est absolument extraordinaire. Je veux dire, ouais, si on avait eu peut-être plus d'images d'Harry Greb, peut-être qu'aujourd'hui tout le monde serait d'accord pour dire que c'est le plus grand de tous les temps. C'est
Ouais, non, je veux dire, il y a rien de plus en fait à ajouter si ce n'est de nous vous renvoyer aux vidéos qu'on a déjà faites avec Sendo sur lui, parce que Oui. là, comme ça, ouais, on a cité tous les noms qui bat, les conditions dans lesquelles ça se fait. Moi, j'aimerais juste aller voir les palmarès. C'est pas possible. C'est pour vous dire, jusqu'à présent, on a réussi à vous faire plus ou moins un aperçu des palmarès de chacun. Là, on a du mal tellement c'est immense en fait. Ah oui. Tellement c'est trop gros. C'est voilà. Ouais, l'homme, le boxeur dont on ne peut pas résumer la carrière ni la vie. Ouais, c'est voilà, on a cité plus ou moins tous les noms et encore on en laisse de côté, tu vois, parce que et on connaît pas tout, parce que moi aussi, tu vois, le premier, hein, quand je retravaille à regret pour la vidéo, tu tombes sur des noms, tu vas voir, tu dis ah ben tu vois, je connaissais pas ce mec, ah il a fait ça, il a fait ça, ah et d'accord, et à regret il l'a battu, ok. Ou tu sais des fois ça arrive quand tu cherches dans cette époque, tu tombes sur un mec intéressant, tu dis ah ouais putain il était bon et d'un coup tu vois qu'il a croisé à regret, bah ben, il a perdu contre Harry, ouais, ok d'accord, le mec c'est incroyable. C'est Voilà, on peut faire 50 vidéos de lui de 5 heures chacune, on n'aura toujours pas fait le tour d'Arigrad. non, c'est énorme. C'est absolument énorme. Bon, ben voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Non, 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 je pense que tout ce qu'on pouvait dire l'a été. Une fois encore, on vous renvoie aux vidéos qu'on a pu faire, à tous les articles que vous pouvez trouver sur Harry Greve et puis aussi sur les autres boxeurs. Je veux dire, à voir et à revoir les combats, à nous proposer aussi, vous, dans les coms, vos tops Exactement. poids moyens. Ouais, n'hésitez pas, c'est toujours super intéressant de voir ce que les autres pensent de tout ça. Donc, ben, voilà, ben, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Vincent, est-ce que tu aurais des petites annonces sur ce que voilà, par rapport à ce projet Non, non, pas spécialement, non. Non, de mon côté, rien en vue pour l'instant. D'accord. Bon, bah, et moi, de mon côté, ben, j'ai déjà fait un peu les petites annonces que j'avais à faire sur le Captain, chez le Captain Crochet il y a pas très longtemps. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, encore une fois, ça a été un immense plaisir, Vincent, de parler avec toi. Donc, un immense merci. Donc, Ben, voilà, merci à toi. si cette vidéo vous aura plu, vous connaissez encore et toujours la même chanson, hein, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!